Merci de votre accueil. Merci des organisateurs, merci à Maya. Je vais, en introduction, peut-être vous faire part de quelques analyses et convictions, effectivement issues de travaux empiriques à partir de la thématique économie de la qualité et transition écologique. Ce que disent les dernières études, notamment, c'est une autre étude d'Ernst & Young qui, tous les ans, publie un travail sur l'attractivité de la France, c'est que, justement, en matière d'économie verte, de transition écologique, nous avons plutôt une bonne image à l'étranger chez les investisseurs et de façon générale, on repère nos atouts. Vous pourrez voir le dernier rapport qui vient de sortir. Et en même temps, vous le savez, ce que dit ce même rapport, c'est que le coût du site France est peut-être dorénavant devenu trop important par rapport à l'idée qu'on se fait de la qualité et du positionnement de nos produits. Pourtant, dans un certain nombre de secteurs, notre qualité est repérée dans le luxe, les hautes technologies. Mais je voudrais d'abord, du coup, avoir avec vous une réflexion ou quelques pistes de réflexion générale sur comment se fait-il que, de façon générale, nous ayons des talents, nous ayons une excellence qui n'est pas suffisamment mise en avant par rapport notamment à d'autres pays quand, parlant avec des industriels de l'automobile français par exemple, ils nous disent que systématiquement, nonobstant la qualité de nos produits, on va penser que la voiture allemande, par exemple, est une voiture de qualité. D'ailleurs, vous avez vu dans leur dernière publicité, ils disent Das Auto, voilà, ils revendiquent, je dirais clairement, ce qu'est culturellement la perception de leur pays, nonobstant les qualités sans doute réelles, évidemment, de l'industrie allemande. Alors, ce que disent les études, c'est qu'il y a évidemment un lien, Amaya l'a dit, entre l'image que l'on a d'un pays en termes de production de biens et de services, son capital immatériel, et les performances économiques réelles du pays. Et effectivement, W Compagnie, Havas, HEC, Ernst & Young et CAP, nous avons monté une étude auprès de 1000 leaders économiques et d'opinion au plan international dans les 15 pays les plus développés sur l'image qu'ils avaient des 25 pays les plus développés. Et on pensait pouvoir trouver des écarts entre les perceptions chez les leaders économiques et d'opinion des pays, leur image et les traits constitutifs de leur image en termes de performance, et les performances réelles. Eh bien, il n'en est rien. Il y a un rapport assez fort dans ce type de population, c'est-à-dire des leaders économiques et d'opinion, entre l'image des pays, leurs performances, et ce qu'elles sont réellement à partir des benchmarks internationaux. Et donc le sujet, c'est plutôt, en termes d'attractivité et de compétitivité, la capacité des pays à se projeter dans la mondialisation. C'est ça l'élément qui est décisif, du coup, dans le capital immatériel des pays. Et là, il y a des contrastes. Mais pour revenir à notre sujet de départ, ce qui est tout à fait frappant, c'est concernant la France, l'écart qu'il peut y avoir entre la façon dont les étrangers voient la France et la façon dont les Français se considèrent eux-mêmes. Je ne prendrai qu'un exemple dans cette étude. 63% des leaders économiques et d'opinion dans le monde pensent que la France peut tirer parti positivement de la mondialisation. Et quand on interroge les leaders économiques et d'opinion en France, ils ne sont que 33%. Et donc, j'aimerais échanger avec vous quelques idées sur comment se fait-il donc que les étrangers
repère nos qualités potentielles, même si on a perdu en termes d'emploi industriel dans la dernière période et perdu une position en termes d'investissement, nous venons d'être attrapés par l'Allemagne, mais d'où vient cet écart incroyable entre ce que les étrangers repèrent de nos qualités, et les benchmarks internationaux montrent que, par exemple, vous le savez, les grandes entreprises françaises sont considérées comme secondes et les plus innovantes au monde, où je discutais récemment avec le directeur de la stratégie d'Apple qui rappelait que les Français étaient les plus équipés en produits Apple dans le monde et que les Français sont les seconds en termes de capacité à innover et à trouver des applications. Donc d'où vient cet écart absolument incroyable entre la capacité des étrangers de repérer nos atouts. Je vous rappelle également que nous avons 18 PDG français de multinationales étrangères, hein. Preuve que dans les multinationales étrangères, on voit nos qualités. Le Financial Times considère que nos écoles de management sont les meilleures au monde. Il faut dire elles sont assez peu nombreuses, mais bon, elles sont limitées. Mais donc, vous voyez, la question essentielle, c'est mais comment se fait-il que les autres, dans leur représentation imaginaire, voient les atouts de la France et la difficulté des Français, quelle que soit la situation où ils se trouvent, justement de penser que nous avons un problème avec le monde. Eh bien, je crois que les deux sont profondément liés. C'est-à-dire que chaque peuple, comme chaque individu, a une façon de s'approprier le réel au travers d'une mise en perspective de représentation. Et après 25 ans d'études des comportements des Français, je crois que finalement, pour avoir repéré des cohérences entre la façon d'un salarié d'être à son entreprise, d'un consommateur français d'acheter des biens et des services, ce qu'il investit, ou la façon d'utiliser Internet pour nouer des conversations avec les entreprises, ou la façon dont le citoyen s'insère dans la nation, finalement, il y a une façon très française de s'approprier le réel au travers d'une mise en perspective de représentation. Et cette mise en perspective de représentation construit la façon des Français de penser, de travailler, d'innover et de créer. Par exemple, dans le baromètre dont je vous parlais, il y a des questions assez précises sur les atouts de la France. Nous sommes considérés par les leaders économiques et d'opinion comme les premiers au monde en termes de créativité, de création intellectuelle et artistique. Et donc, du coup, le sujet est, mais d'où viennent ces caractéristiques que nous avons qui fait nos atouts en termes d'innovation, de création? Eh bien, je crois que ça vient depuis la nuit des temps par une façon française pour faire tenir ensemble les Français, parce que chez nous, l'État s'est fait avant la nation et que justement il n'y a pas d'origine à notre pays, une façon très française pour les individus d'intérioriser un rapport aux autres par une opération mentale qui est une opération de désingularisation, d'anonymisation de ce qu'il est pour se hisser dans une forme de dépassement. Et ça donne des formes très caractéristiques. On en parle souvent avec Jean-Baptiste sur notre rapport à la religion, notre rapport à la politique, notre rapport à la République, mais aussi le fait que Descartes est français, les jardins à la française, c'est nous, nous avons la meilleure école de mathématiques du monde, nous avons des formes de création artistique qui sont, mais le spécialiste est là, qui peuvent éventuellement avoir des formes de singularité par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Et donc, du coup, je crois qu'il y a un imaginaire français que les Français sont les moins à même à repérer, justement parce que pour nous assembler, il a fallu faire coexister en France des gens très différents. Et que notre façon de coexister, c'est un goût pour la spéculation, pour un écart au réel, une inventivité, une façon très véloce, très rapide de réagir à des crises,
D'ailleurs, souvent, on fait observer que nos entreprises ou notre société avancent rapidement dans des crises. Et le point en commun de tout ça, ça nécessite toujours, pour l'imaginaire français, de se déployer dans l'espace et le temps. Ce qui explique la difficulté de la France avec ce qui est devenu l'Europe, et j'en parlais, le fait que 75% des Français soutiennent une intervention dans un pays qui s'appelle le Mali, alors que nous sommes en guerre, ils ne savent pas où se trouve le Mali, ils ne savent pas la différence entre des Touaregs et des islamistes. Et notre président de la République, dans son inconscient, disant « c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Donc il y a une façon d'être et de faire des Français qui est une façon sans cesse où on a besoin de se projeter dans une forme de désingularisation, de sorte que s'y encastre notre diversité. Et cette opération mentale, que j'appelle l'imaginaire, conduit des formes d'organisation, de rapport au monde qui nécessitent forcément une capacité à porter un propos de dépassement. Et ce qui fait que les Français ne voient plus leurs atouts, leurs qualités, que ce soit le peuple dont une partie souhaite résister à la mondialisation, ou les élites dont une partie pense plus habile de dire aux Français qu'elle doit forcément s'y adapter, parce que sinon c'est plus possible, sinon le pays risque de périr, eh bien, c'est que la forme de la globalisation telle qu'elle est présentée par beaucoup de nos dirigeants est une forme qui semble aplatir l'espace et le temps, et qu'on trouverait plus facile de dire aux Français que l'extérieur contraint l'intérieur. Et pour avoir beaucoup travaillé pour les entreprises sur le rapport au client, le rapport au métier, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Quand vous travaillez dans un groupe qui fait de l'électricité, ce n'est pas la même chose que quand vous travaillez chez des gens qui font du gaz. Si vous travaillez avec des cheminots, ce n'est pas pareil que si vous travaillez avec des financiers. C'est-à-dire que la façon de créer de la valeur chez nous doit forcément passer par l'idée que c'est le métier qui conduit le rapport au client. Ce n'est pas le client qui dirait comment bien travailler, ce n'est même pas le patron, c'est l'idée que l'ingénieur, l'ouvrier, se fait du travail bien fait. Et ce qui veut dire, contrairement à ce qui se dit, un investissement affectif des salariés à la valeur travail. Investissement que l'on retrouve chez le consommateur quand il achète un bien et service d'un produit, ce qui ensuite modèle la publicité à la française ou même la façon dont, c'est mon travail avec les entreprises, enfin une partie de mon travail, les entreprises nouent une conversation avec les consommateurs en rentrant en conversation sur Internet ou sur les points de vente. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui fait que les Français ne voient pas leur excellence, c'est la même chose. C'est leur imaginaire qui fait pour partie leur excellence, et la façon dont, à tort, ils se représentent la mondialisation, et que beaucoup de nos dirigeants leur représentent, qui aplatit l'espace et le temps, ce qui empêche notre imaginaire de se déployer, et qui fait toujours prévaloir les procédures sur les finalités. Ça, c'est mon travail pour les entreprises quand il s'agit de mettre en mouvement les salariés. Hein, la plupart du temps, les dirigeants d'entreprise pour qui je travaille disent « les salariés ne veulent pas avancer ». Je travaille, il dit « non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avancer, c'est que la façon dont vous les faites avancer ne fonctionne pas, ne correspond pas ». Et donc, je vais terminer sur la question de la transition écologique. Les observateurs, objectivement, disent que c'est un secteur justement où nous pouvons nous déployer, où nous avons une excellence. Et je crois que l'excellence doit venir justement de l'intérieur vers l'extérieur. Et une des difficultés du débat actuel sur la transition écologique, c'est qu'il a été conçu en saucissonnant les sujets, de sorte qu'on a renvoyé les acteurs économiques, associatifs et politiques dans une tension entre deux types de contraintes, la contrainte économique, la compétitivité, et la contrainte environnementale. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour le pays de s'emparer de ce débat. Alors qu'il y a une autre façon
qui est beaucoup plus simple de s'emparer du débat. C'est justement de dire que le sujet n'est pas d'opposer compétitivité économique et contrainte environnementale. Le débat, c'est que de l'intérieur même de la société converge un mouvement, et les entreprises n'ont pas attendu ni le Grenelle de l'environnement, ni la transition énergétique. Ils l'ont repéré au travers des études de marché. Comme les individus sont scindés entre leurs différentes dimensions de salariés, de consommateurs, de citoyens, de parents, ils demandent aux entreprises de construire une cohérence au travers de leur empreinte sociale, sociétale et environnementale qu'eux-mêmes n'ont plus. Et donc, du coup, c'est bien de la société elle-même que vient cette cohérence. Et donc, du coup, un des secteurs, hormis la question des déchets, des biomasses, ou en termes de qualité, nous pouvons beaucoup progresser, c'est déjà l'idée même de labelliser et de faire une lisibilité des processus, des biens et des services. Bref, en un mot, la qualité pour les Français ne dépend pas seulement de facteurs, et c'est ce qu'on a en commun ici autour de cette table, ne dépend pas seulement de facteurs d'attribution du capital matériel, de l'adaptation. Ça dépend aussi de la capacité de mettre en mouvement le pays, mettre en mouvement des secteurs et des entreprises. Et les responsables d'entreprises qui sont dans la salle le savent bien. Deux entreprises qui ont les mêmes caractéristiques, c'est le jour et la nuit, selon la capacité à aller dans la culture de l'entreprise à travers de son histoire, de son type d'actionnariat, de la façon dont se sont assemblés et combinés le facteur travail et le facteur capital pour mettre en avant l'entreprise elle-même. Donc je dirais qu'il y a tous ces éléments d'environnement culturel qui évidemment pèsent et qui doit permettre effectivement de gagner en qualité, parce que c'est essentiellement ça la bataille de l'avenir pour l'Europe et la France. Voilà. Merci de votre attention.